Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et pour réagir avec Pascal Praud, de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez dès maintenant le 01 80 20 39 21. Et Géraldine Hamon, que je Pascal. salue, qui pourra peut-être réagir sur notre premier sujet. Y a-t-il non-assistance à professeur, proviseur en danger? Parce qu'on le rappelle, vous êtes professeur d'anglais, vous l'avez Je l'ai été pendant 3 ans, exactement, en tant que contractuel. Et puis vous avez préféré revenir en radio, voilà. Et c'est bien d'abord de faire des choses parfois différentes. C'est un beau métier, l'enseignement, j'ai beaucoup aimé. Exactement, mais j'imagine que ce sujet vous touche. Tout à Nous fait. célébrons également les 20 ans de la fille de Fabrice Lafitte. C'est vrai, on les a bien célébrés hier soir. Donc on n'a Merci. pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Ouais, Vous oui. connaissez cette chanson de Bert Absolument. Silva? Alors là, on est remonté encore plus loin que Ah oui, d'habitude. avec là Bert Silva. j'ai même pas ce disque de qui doit être en cire d'ailleurs. Non, je pense que vous l'avez voulu, Bert Silva, et qui chantait également les roses blanches. Voici des roses blanches, toi qui les aimais tant. Chanson très triste. Ah oui, ça c'est une chanson horrible. Mais on n'a pas tous les jours 20 ans. Je pense que là on est dans les années 20 ou 30. Ah oui. Parce que Ah oui, c'est oui, vraiment la oui, chanson de ma grand-mère. Oui. Oui, donc de vos arrière-grands-parents pour vous. Oui. Le grand architecte est là. Bonjour à tous. Laurent Tessier. Je n'ai Comment plus allez-vous? 20 ans depuis un moment. Ah bah ça. Je n'ai plus 20 ans. C'est une chanson aussi, ça? Non, J'ai pas plus du tout. 20 ans, si je Ah crois. bon Je n'ai plus Aznavour 20 ans. Je me demande si c'est Reggiani. Non, Ah, je n'ai plus on va 20 regarder. ans. L'homme qui te regarde n'a Un plus mot, une 20 chanson. ans. Et si tu venais de presque rien. Il suffirait de presque rien. Il suffirait de presque rien. Et puis, c'est un jukebox aujourd'hui, puis Olivier Guénec qui est là. Olivier, Bonjour à tous. vous êtes jeune, vous avez 25 ans. Oui, je les ai quasiment, oui. Enfin, je les ai, oui. Tu viens de savoir. Oui, pardon, excusez-moi. Y a-t-il non-assistance à professeur en danger? C'est vrai que s'il fallait un symbole, je le disais tout à l'heure, de cette France qui chaque jour oublie peut-être ce qu'elle fut. Le départ du proviseur du lycée Maurice Ravel illustre, oui, disons-le, l'effondrement d'un pays qui tourne le dos à son histoire, à sa culture, à ses valeurs. On rappelle que le 28 février, il rappelait 3 élèves. Il demandait à 3 élèves de retirer leur voile dans le lycée. L'une d'elles avait ignoré le proviseur et elle avait provoqué une altercation. Et bien hier, c'est le proviseur qui a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Il était menacé de mort chaque jour, chaque heure. Et ce qui est le plus choquant, c'est le communiqué du rectorat qui a parlé de convenance personnelle dans un message donc qui ajoute, j'allais dire, l'ignominie à la honte. Donc on va pouvoir en parler ensemble, mais avant cela, peut-être écoutons Maxime Repère, qui est vice-président du syndicat. Que me dit-on? Il sera là dans quelques instants, oui, Maxime Dans 10 minutes. Repère. Il sera là dans 10 minutes, pardonnez-moi. C'est Didier Lemaire que nous allons écouter, professeur de philosophie, qui avait dénoncé l'islamisme à trappe. Il est interrogé pour Europe 1 par Laurent Tessier. La démission pour convenance personnelle, puisque c'est ainsi que les choses sont présentées par le rectorat, c'est un scandale d'État. Un ministre de l'Éducation nationale digne de ce nom aurait dû ordonner, compte tenu des menaces graves qui pèsent sur le personnel éducatif depuis l'assassinat de Samuel Paty, et plus encore depuis celui de Dominique Bernard, l'exclusion de l'élève provocatrice à titre définitif. Il aurait dû suspendre, je pense, la poursuite de ses études. Il aurait dû protéger le proviseur et au lieu de cela, comme dans d'autres cas qui sont bien nombreux et dont le public n'a pas forcément la connaissance, notre ministre a accordé à cet élève une victoire sur l'autorité. C'est la victoire de la rébellion sur la règle. C'est la victoire de la rumeur sur la probité et de la calomnie sur l'honneur de ce proviseur. Et finalement, c'est celle de la peur et de la violence sur la loi et sur la paix civile. C'est un blanc-seing qui est donné à tous ceux qui poursuivent leur entreprise de sape de l'école et à tous ceux qui veulent fracturer notre nation. Quelle tristesse, effectivement. Maude Bréjon, qui est députée Renaissance des Hauts-de-Seine, elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Il faut nommer les choses. Il y a une mouvance islamiste en France qui veut briser l'école de la République. Moi, je crois que notre responsabilité en tant que politique, de tout parti confondu, c'est d'une part de le dénoncer et d'autre part de le combattre, de dire la laïcité, rien que la laïcité et que la laïcité. Je comprends que lorsque c'est l'enseignant, le chef d'établissement qui quitte l'école et non pas ceux qui l'ont harcelé, ceux qui l'ont agressé, ça puisse choquer les gens qui nous écoutent. Je crois qu'encore une fois, il ne faut pas se tromper. L'autorité, elle est du côté des chefs d'établissement, elle est du côté des enseignants et donc nous, on se doit de soutenir cette communauté éducative. Il est 11h09, on va marquer peut-être une première pause et on sera avec Isabelle qui est professeure au lycée qui nous dira comment elle a interprété effectivement cette démission pour convenance personnelle comme dit le rectorat.
cette démission de ce proviseur. À tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro sur Europe 1, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec Isabelle qui nous a appelé Pascal. Exactement. Bonjour Isabelle, vous êtes professeure ? Oui, bonjour Pascal. Vous êtes où ? Dans quelle ville de France vous êtes, Isabelle ? Alors, je ne veux pas dire vraiment la ville de France où je suis. C'est une petite ville dans la région Rhône-Alpes, en pleine campagne. Eh bien, je comprends et je respecte bien sûr votre anonymat. Vous êtes professeur de quoi ? Alors, moi, je suis professeur documentaliste, en fait. Donc vous êtes je suis au CDI. Donc vous êtes au contact des élèves uniquement lorsqu'ils viennent vers vous ? Pas forcément, parce que je leur donne aussi des cours de temps en temps. Ah, moi je me souviens, le CDI, c'était toujours un endroit de culture, le Tout CDI. à fait, pour faire des recherches. Et on venait Oui, chercher des livres. Dans le temps, il y avait le quid. Alors évidemment, le quid n'existe plus puisque ça s'appelle Internet aujourd'hui, le quid. Mais on allait au CDI, où on allait même parfois travailler au CDI. Bon. Exactement. C'est lycée ou collège ? C'est un lycée. C'est un lycée professionnel. Lycée professionnel. Donc ils sont seconde, première, terminale. CAP et des troisièmes prépa métier. Bon, d'abord quel sentiment vous inspire ce proviseur qui quitte simplement son établissement parce qu'il avait demandé à une de ses élèves de se voiler, exactement d'enlever le voile. C'est l'exact contraire. Oui. Pardonnez-moi, je suis perturbé. On a bien compris que l'État avait lâché les profs depuis l'affaire Samuel Paty. Et là, on se rend compte qu'il lâche pas que les profs, il lâche aussi le début de la hiérarchie. Donc, ça va s'arrêter où ? Parce qu'en fait, rien ne s'est passé depuis l'affaire Samuel Paty, à part pleurer, nous apprendre à nous cacher, à nous barricader. Lors des alertes intrusion, on ferme les lycées. Bon, mais il se passe rien, en fait. Il ne se passe rien. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, il se passe rien ? Parce que concrètement dans votre lycée, qu'est-ce que vous avez remarqué, par exemple, depuis la rentrée, qui soit répréhensible ? Alors moi, je vois rien vraiment qui soit répréhensible dans mon lycée, parce que c'est vrai que je suis à la campagne, j'ai quand même cette chance-là. On a eu un petit peu des problèmes d'abaya en début d'année. Bon, nous, c'est quand même assez calme. Mais le sentiment qu'on a depuis l'affaire Samuel Paty, tout ce temps qu'on est, c'est quand même qu'on a peur, parce qu'on sait très bien que ça peut frapper n'importe où, n'importe comment. Moi, dans mon lycée pro, il y a beaucoup de filles. On sait très bien que les islamistes, ils n'aiment pas qu'on enseigne aux filles. Donc on se dit, pourquoi pas nous ? Oui, mais alors cette phrase, vous voyez, on va essayer de décortiquer chaque phrase. Les islamistes savent bien qu'enseigner une matière ou une discipline à des filles, ils ne sont pas d'accord. Alors, les islamistes, c'est qui ? Selon vous, est-ce qu'il y en a dans votre lycée ? Les islamistes, ce sont des intégristes de l'islam. Ils ont un rapport particulier avec. Ils sont pas forcément dans le lycée, mais on sait très bien qu'il y en a partout. On sait qu'il y a des fichiers S dans les petites communes. Moi, j'habite dans un petit village. La petite commune à côté de chez moi, je sais qu'il y a des fichiers S. Alors, on ne sait pas si c'est des fichiers S pour terrorisme ou islamiste ou autre chose. Mais on sait qu'il y en a. On sait qu'ils peuvent se déplacer. On a une grande ville qui est pas très très loin. Qui est oui, très mais est-ce que vous-même vous avez été confronté ? Est-ce que vous avez senti est-ce que, par exemple, des témoignages de jeunes femmes sont venus dans le CDI et vous ont dit, voilà, j'ai la proportion d'hommes et de femmes dans le lycée professionnel ? Nous, c'est 10% de garçons pour 90% de filles. Ah, il y a 90% de filles dans un lycée professionnel ? Dans le nôtre. Ah oui, ça dépend je sais. des matières que vous enseignez. Et alors, ça dépend des filières que vous enseignez. Et quelles sont les filières qui sont dans votre lycée ? Alors, je vais rester anonyme si je commence à Ah oui, bon, pardonnez-moi. Oui, je comprends. Mais alors, elles feront quel métier plus tard ? Ça, on peut savoir ou c'est des métiers qui vont toucher la beauté ou l'aide à la personne. L'esthétique, etc. Bon. Et voilà. Alors, donc là, elles sont quand même majoritaires, les filles. Elles sont pas, j'imagine, ennuyées quand même à 90%. Non, elles sont pas ennuyées, mais si vous voulez, ce qui se passe, nous, en tant que profs,
Voilà, nous on a peur, mais on n'a pas peur par rapport aux élèves qui sont dans notre établissement, parce que on sait que nos élèves, il n'y aura pas forcément de risque, même s'il y a 2-3 cas d'élèves qui portent le voile en dehors du lycée, quand elles arrivent dans le lycée, elles l'enlèvent. Mais là, il n'y en a que 2-3 par exemple. Il y a combien à peu près Il n'y en a que 2-3. Et il y a combien combien de lycéennes à peu près? À peu près 300. Oui, donc c'est vraiment ultra minoritaire. C'est important aussi de le dire. Vous avez 300 jeunes femmes, il y en a 3 qui portent le voile. Vous voyez, c'est aussi, faut mettre en perspective tout cela, bien évidemment. Oui, mais ça n'empêche pas aux profs d'avoir peur, parce que... Je suis d'accord. Parce que les minorités actives existent, bien sûr. Voilà. Tout à fait, et on ne sait pas ce qui peut leur passer par la tête. C'est passé avec le proviseur, vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça que ça me met en colère le proviseur, parce qu'en fait c'est des phénomènes minoritaires, on devrait soutenir ce proviseur, il y a peut-être 2 ou 3 jeunes filles au lycée Maurice Ravel, et à l'arrivée c'est lui qui est obligé de partir. Eh bien ça me met un peu en colère. Tout à fait, et Dominique Bernard a été tué, pas vraiment parce qu'il avait eu un contentieux non plus. Comprenez ce que je veux dire. Mais vous avez parfaitement raison. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un souci avec un élève? Non, après... de ce type, bien sûr. Non, de ce type, non. Après, il peut y avoir, par rapport à la religion, des élèves qui vous disent « Oui, mais madame, vous savez pas comment ça se passe chez nous, dans une famille de telle origine ou telle origine. » Donc, il y a un décalage aussi entre les Français de souche et les élèves français de souche et ces élèves-là. Et c'est vrai que quand on entend ça, ça fait en cœur aussi, hein. Je vous avoue. Ben oui, j'entends évidemment, parce que ça, c'est des témoignages. Et on ne peut rien faire. Et on ne peut rien faire. Parce qu'on nous demande d'éduquer, alors qu'on est là pour leur enseigner des choses. On n'est pas là pour les éduquer, mais on va quand même nous demander, de les amener vers des choses. Mais si les familles font le contraire à la maison, quelque part, on se met aussi en danger sans s'en rendre compte. Bon, Isabelle, restez avec nous parce que on est avec le vice-président du SNALC, Maxime Repère, que j'ai entendu ces dernières heures, et je dois dire que j'adhérais à ce que vous disiez, Monsieur Repère. Merci. Parce que je trouve ça... En fait, je disais ça ce matin à l'antenne sur CNews, il se trouve que je vais avoir 60 ans. Et la France dans laquelle j'ai grandi, je ne la reconnais plus. Je ne la reconnais plus. Et dans les secteurs où je ne la reconnais plus, il y a l'école. Ce n'est plus la même école. Ce ne sont plus les mêmes proviseurs, ce ne sont plus les mêmes professeurs. Je ne peux pas vous dire autre chose, ce n'est plus la même autorité, ce n'est plus le même enseignement. Donc, je suis effrayé d'abord, et surtout, Monsieur Repère, ça me rend triste. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me rend triste. De voir ce pays dans ce rapport-là à son école. Et j'ajoute que à chaque fois je dis la même chose. Moi, j'étais un élève lambda. J'ai pas fait normal sup. J'ai une licence de droit. J'ai dû avoir 12 au bac. La belle affaire. Vous voyez, j'étais pas un élève. Il y avait des élèves bien meilleurs que moi, sans doute. Mais quand je suis sorti de l'école, je maîtrisais l'orthographe, je maîtrisais la grammaire, je maîtrisais l'histoire de France. J'avais une culture générale quand même solide. Oui, disons-le, solide. C'est-à-dire, bon. Et aujourd'hui, je suis effrayé de ce que je vois de cette école. Donc voilà, Monsieur Maxime, ce que je peux dire, c'est pas très réjouissant. Effectivement, je partage votre constat de la situation. Hein. Nous sommes très inquiets. Nous sommes inquiets naturellement pour nos collègues, tous les personnels de l'éducation nationale. Nous sommes également inquiets pour les parents, mais aussi et surtout en premier lieu pour les élèves, parce que on se rend compte que l'école effectivement a changé, qu'il n'y a plus d'autorité, qu'il y a une crise majeure également parce qu'il manque de personnel, à la fois de personnel enseignant mais pas que, et que cette crise en fait est probablement la crise la plus grave connue sous la Ve République. Et on se rend compte que, en plus de cela, en plus de ces problèmes internes et de ces phénomènes de société qui frappent de plein fouet l'école, je pense notamment à la thématique des réseaux sociaux, eh bien, vous avez aussi cette école qui est devenue une cible
une cible. On le voit avec les différents attentats, les différentes attaques. Et effectivement, tout ça fait que l'ambiance est extrêmement tendue dans les salles des professeurs, dans les rectorats, enfin je veux dire à tous les niveaux. Et nous dénonçons cet état de fait. Et parallèlement à ça, vous avez, vous avez le pas de vague. Pour ne citer que ce phénomène-là, que l'on voit à nouveau illustré à travers le communiqué du rectorat, qui est honteux, tout simplement. Mais vous voyez, vous dites le pas de vague, et c'est des phénomènes très étranges. Il y a le pas de vague, il y a le déni. Alors le déni des politiques, on le comprend, parce que leur intérêt est de dire tout va très bien, Madame la Marquise, toujours. Parce que, ça c'est incontestable. Aussi parce que peut-être un jour il faudra s'interroger sur la responsabilité des électeurs. Parce que si on dit aux électeurs la vérité dans tous les domaines, parfois celui qui dit la vérité ne peut pas être élu. Et puis il y a le déni également de la classe médiatique. C'est-à-dire que nous on en parle sur Europe, on en parle sur CNews, mais pour certains parler de cela, c'est faire le jeu du Rassemblement national. Donc ils ne vont pas plus loin que ça dans leur analyse. Vous faites le jeu du Rassemblement national. Donc tous ces sujets sont évacués depuis 30 ou 40 ans parce que demander de l'autorité, c'est immédiatement passer pour un réactionnaire, parfois très rapidement pour un fasciste, etc., etc. Donc c'est ça qui est compliqué, Monsieur Repère, parce que moi j'ai pas envie de faire de la politique, et vous non plus. Écoutez, ça tombe bien parce que nous sommes un syndicat justement qui est apolitique, nous sommes un syndicat de métier, et donc justement on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour dénoncer des problèmes qui touchent les personnels et les élèves, et ce que nous souhaitons vraiment c'est que l'école soit un lieu d'apprentissage, c'est évident, mais c'est également un espace de vie. Et il faut que les élèves et les personnels s'y sentent bien. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Et je rebondis d'ailleurs sur un élément qui a été évoqué par la personne juste avant moi, c'est que la première cellule d'apprentissage d'un enfant, ce n'est pas l'école, c'est la famille. Et à un moment donné, il faut, j'ai envie de vous dire, il faut que l'État prenne ses responsabilités, il faut que l'institution prenne ses responsabilités, et il en va de même pour les parents et les élèves. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les rôles de chacun soient respectés. Et il faut bien sûr, tout mettre en œuvre pour que l'école puisse fonctionner de la façon dont on attend. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas assez de personnel, vous n'avez pas assez de moyens. On va prendre des sommes ici et là pour certaines choses, et en même temps, on va parler de faire des économies. Vous voyez un petit peu, c'est comme si on avait ce sentiment que le navire éducation nationale navigue à vue et qu'il n'y a pas derrière vraiment, j'ai envie de vous dire, de ligne directrice. Merci Monsieur Repère. On va marquer une pause. Voilà. Olivier Guénec qui est au standard avec Florian Carassou-Maillan, avec également Élise et Quentin. Et Quentin me dit que ça appelle beaucoup. Oui, il y a beaucoup d'appels sur le sujet. Bien sûr, parce qu'on est au cœur d'abord de ce que peut être effectivement cette émission et des sujets qu'elle traite, bien évidemment. Et c'est un sujet qui me paraît essentiel. La démission de ce proviseur est une des grandes informations pour moi de l'année. De l'année. Parce que derrière cette démission, il y a un monde derrière cette démission. À tout de suite. Et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. Excellente matinée à l'écoute de Pascal Pro et vous sur Europe. Europe 1, Pascal Pro. Lorsqu'on est journaliste, et vous-même sans doute, avec vos amis, dans les déjeuners, dans les dîners, les gens nous interpellent souvent en disant « vous n'êtes pas objectif ». Alors l'objectivité, c'est une tarte à la crème du journaliste parce que ça ne veut rien dire. En revanche, il faut être honnête. Et c'est quoi l'objectivité ? Je disais il y a un instant, ce proviseur qui démissionne, pour moi, c'est une info de l'année. Pour moi, avec ma sensibilité et puis ma part de subjectivité. Dans Libération, il n'y a pas un mot. Pas un mot ce matin. Et c'est pour ça que, d'abord, c'est très bien que Libération existe, c'est très bien que toutes les radios existent, que toutes les télévisions existent, mais ça montre qu'en fait, l'objectivité ne veut rien dire, parce que souvent, le choix d'une information, d'en privilégier une ou l'autre, c'est évidemment un choix. Choisir, c'est renoncer. Alors, vous avez raison, et puis choisir, c'est aussi
affirmer parfois une position politique. Le fait que moi j'en parle, ça affirme d'une certaine manière ce que je pense de l'école et comment faut la défendre. Politique au sens large, pas politique au sens militant. De la même manière, pour Libération, ne pas en parler, ça fait sens. Parce qu'il trouve que ce n'est pas important. Tout simplement. Moi, je trouve que c'est important. Monsieur Repère aussi trouvait que c'était important. Et puis, Odile va être là. Pour tout vous dire, on n'avait pas imaginé avec Laurent Tessier d'en parler simplement la première demi-heure, cher Laurent. Mais il y a beaucoup d'appels. Oui. Il y a beaucoup d'appels. C'est pour ça qu'il faut prolonger le sujet. Et effectivement, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on prolonge un peu la discussion. Odile est avec nous, je crois. Ah, Maxime voulait rajouter peut-être quelque chose. Maxime, c'est important, je trouve, Maxime, je sais pas, c'est difficile pour vous de vous exprimer sur ces sujets-là, parce que moi, j'arrive à décoder la sphère médiatique, et puis je le dis, parce que j'ai une liberté de parole, mais vous, c'est un peu plus difficile, mais tout l'espace médiatique ne vous soutient pas ou n'entend pas de la même manière ce que vous dites. Alors, j'ai eu l'opportunité, j'ai l'opportunité de par mes fonctions d'intervenir dans plusieurs médias. C'est vrai qu'après, je n'ai pas été sollicité par tous les médias non plus. Mais il me semble très important d'insister sur ce qui s'est passé parce que cette démission, elle n'est pas anodine. Et quand on voit notamment la réaction du rectorat en question, il faut au contraire doublement insister sur ce qui s'est passé. Parce que là, on a quelqu'un qui a mis fin prématurément à ses fonctions pour des raisons de sécurité et non pas pour des convenances personnelles. Et il faut mettre la lumière sur ce qui se passe, il faut dénoncer, y compris ce qui peut déranger, pour justement une situation à l'avenir qui soit meilleure pour tous. J'entends bien, Maxime Repère. Moi, il y a des professions, je me dis, être policier, être infirmier, être professeur, il va vraiment falloir être motivé pour faire ces professions-là. Parce que vous gagnez quand même moins bien votre vie qu'il y a 40 ans, si on compare le statut social d'un professeur d'histoire ou de français il y a 40 ans avec ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez des classes où vous n'enseignez pas tant que vous faites la surveillance, la discipline. Oui, la discipline. Des classes surchargées parfois. Vous êtes maltraité parfois par votre hiérarchie, maltraité ou en tout cas on n'entend pas ce que vous dites. Je sais pas, vous êtes professeur de quoi au départ, Maxime ? Alors, je suis professeur d'histoire-géographie et j'exerce toujours d'ailleurs en tant que professeur d'histoire-géographie. J'ai travaillé en collège, je suis actuellement en lycée. Donc, ce que vous venez de dire, effectivement, depuis combien de temps ? Ça fait une quinzaine d'années. Si vous voulez, en moyenne, actuellement, un professeur gagne, donc c'est catégorie A, gagne en moyenne 1 000 € de moins par mois qu'un autre fonctionnaire de catégorie A. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur les classes surchargées, ça, je peux vous le dire, parce que je le vois dans le quotidien, y compris à travers les témoignages des collègues, ce sont des classes de 30 ou 35. 38 parfois. Parfois même jusqu'à 38, voire plus. Et on se rend compte qu'on ne peut pas faire son métier de façon correcte dans ces conditions-là. Donc, enseigner, on l'a vu il y a quelques années, enseigner peut tuer. On se rend compte que maintenant, l'école est de plus en plus la cible dans plusieurs domaines. Et donc, ça devient absolument intenable, insoutenable. Et le plus beau métier du monde devient un métier de souffrance. Mais je suis d'accord avec vous. Et puis, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'image de son métier, l'image valorisée de son métier. Je cite souvent le même exemple. Il y a un film qui s'appelle La Gifle, en 1974, qui est sorti sur les écrans. Lino Ventura, il est prof d'histoire. Eh bien, évidemment, le prof d'histoire tel qu'il est montré dans un film en 74, il vit dans un appartement bourgeois, dans Paris, il est en costume cravate, c'est entre guillemets un notable, et on regarde un prof d'histoire différemment qu'on regarde aujourd'hui d'un prof d'histoire qui ne pourrait plus habiter dans Paris, qui est obligé d'être à 50 ou 70 km, qui est obligé de se lever à 5 heures du matin pour peut-être être à 8 heures dans son lycée Louis-le-Grand. Et c'est le même prof d'histoire. Simplement, il n'est pas traité de la même manière dans la société. Eh bien, je préférais avant, Monsieur Maxime Repère, je préférais avant. On a aussi
pas simplement la dégradation des conditions de travail, mais c'est aussi, comme vous venez de le dire, la dégradation de l'image du métier. Un métier qui ne fait plus rêver et un métier de plus en plus dégradé, à tel point que vous avez des élèves comme des parents qui se permettent certains comportements. Exactement, mais les parents, c'est Ils sont en lien avec ça. Évidemment, mais vous avez parfaitement raison. Mais bon, et c'est ça qui est difficile dans notre société. Alors restez peut-être avec nous. On va être avec Abdel qui est là. Bonjour Abdel, vous êtes président d'une association de parents d'élèves. Et, oui, bonjour Pascal. Abdel, et je voulais savoir sur quelle position vous étiez avec cette jeune fille qui était entrée avec un voile dans la cité scolaire Maurice Ravel. En fait, la question est assez difficile et je suis assez partagé parce que j'entends tout ce qui est dit auparavant par que ce soit les professeurs ou les autres personnes, mais alors pour faire entre parenthèses répondre un petit peu à ce qui est dit, c'est que je trouve quand même qu'il y a un petit peu d'hypocrisie de part et d'autre. Parce que comme vous l'avez dit par rapport à l'exemple que vous avez donné pour la GIF, c'est que l'école auparavant et l'école d'aujourd'hui n'a rien à voir. Moi, je me rappelle, c'est que quand le directeur rentrait dans la classe, on se levait. Il n'y avait pas beaucoup de bavardage en classe. Il n'y avait pas d'insultes. Il y avait pas. Donc, il y a eu un relâchement de ce côté-là de la part des professeurs. Les enfants ont pris le dessus. Les parents ont complètement lâché après plusieurs observations. Donc, je veux dire, c'est un enchaînement d'un laisser-aller de tous les côtés. Et malheureusement, l'école devient maintenant, comme le professeur l'a dit, insoutenable pour certains professeurs. Il y a des burn-out. Il n'y a plus assez de moyens. Il y a beaucoup de violence, de harcèlement, et maintenant on en arrive à ma question était sur le voile, hein, Abdel. Oui. C'est assez intéressant d'ailleurs de vous poser une question très claire sur le voile. Oui. Vous êtes président d'une association de parents d'élèves et que vous répondez à côté. Donc est-ce que oui, c'était par rapport à la personne qui était passée auparavant. Ben oui, mais la personne, celle qui est passée hier, vous pouvez aussi lui répondre, mais je préférerais que vous répondiez à mes questions à moi, tant qu'à faire. Donc je vous demande, une élève qui rentre avec un voile, le proviseur lui dit d'enlever son voile, il y a altercation, quelle est votre position? C'est aussi simple que ça, ma question. Pascal, je fais un peu de politique, là. Ça veut dire que je vous réponds, mais sans répondre à la question. Donc, oui, bon. Mais non, mais vous avez le droit de ne pas répondre aux questions, de son barrage. Non, mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est un problème qui vient régulièrement. Mais c'est pas oui, mais quel est votre sentiment? C'est ça que je vous demande. Alors moi, mon sentiment, c'est que peut-être qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue à cibler les personnes qui viennent avec un foulard, une kippa, une croix ou autre? Donc elles sont ciblées pour vous? Non, mais alors, des gens qui viennent avec une croix, il n'y a jamais de souci, hein, je vous rassure. Des gens qui viennent avec une kippa, il n'y en a pas non plus. Parce que d'abord, la croix, elle est cachée, généralement, on la voit pas. Et la kippa, on n'a pas le droit de la porter. Donc, et déjà, le terme que vous dites, et en fait, comment dire, si vous me disiez de la même manière, elle n'est pas ciblée, elle se cible toute seule, d'une certaine manière, en mettant ce voile. Donc, non, mais on n'entre pas. On a eu ces conversations, Abdel, 10 000 fois. Je veux dire, les sociétés multiculturelles, et c'est pour ça que pourquoi je suis pour l'assimilation? Pour une raison simple, c'est que les sociétés multiculturelles, dans l'histoire, elles ont du mal à vivre ensemble. Donc, je préfère une société où l'assimilation est totale, parce que ça permet de mieux s'entendre. Bon. Mais on voit que ça marche pas. Et on voit que ça marche pas. Ça marchait très bien. Ça marchait. Pardonnez-moi, ça marchait très bien avec les immigrations italiennes, polonaises, etc., etc. Et musulmanes, Pascal. Et musulmanes dans les années 60, 70 et 80. Voilà. Mais pourquoi? Parce que je sache, moi je travaillais avec, à l'époque, il n'y avait pas de revendications religieuses chez les musulmans dans les années 60, 70 ou 80. Il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça que ça marchait. Donc l'assimilation, elle était en marche. Mais je n'ai jamais vu des... Pascal, c'est pas de l'assimilation. Ah bah si, c'est de l'assimilation. C'est quoi alors? S'il n'y a pas de revendication religieuse, ça s'appelle de l'assimilation. Et aujourd'hui, il y a une revendication religieuse. Et effectivement, dans ces cas-là, il y a frottement. Non, c'est pas ça. C'est qu'auparavant, il y avait moins de personnes aussi qui critiquaient cette religion en particulier. Mais je vais vous dire, ce que vous dites, non, je partage pas votre avis, mais on va marquer une pause. Il est 11h43. Parce que c'est l'œuf et la poule. La vérité, c'est que la vérité, elle est d'ailleurs assez simple. Dans les années 60, 70, 80, il y avait
assez peu de musulmans en France, assez peu. Donc naturellement, l'assimilation était plus facile. Quand vous avez un musulman dans une classe et 30 chrétiens dans la même classe, bon, bah les choses se font. Bon. Je dirais pas la même chose parce que j'arrive à la cinquantaine et dans ma classe, quand j'étais plus jeune, il y avait autant de musulmans. Alors vous apportez encore plus d'eau à mon moulin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de revendications religieuses. Il n'y en avait pas, et aujourd'hui il y en a. Aujourd'hui, il y avait aussi moins de critiques, plus de pas de critiques parce qu'il n'y avait pas de revendications non plus. Donc après, c'est l'œuf et la poule. Mais bon, moi je critique pas d'ailleurs. Hein. J'ai aucune critique sur la religion musulmane à faire. Hein. Aucune. Chacun sa religion, et ni sur aucune religion d'ailleurs. La religion, c'est personnel. Ça se passe pas dans l'espace public et ça ne vient pas dicter des lois. Dans les entreprises, dans le sport ou dans l'école, etc. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, chacun, dans sa foi, est bien libre d'avoir le Dieu, ou pas d'ailleurs, auquel il croit. Il est 11h45. Moi, le seul Dieu auquel je crois pour le moment, entre 11h et 13h, c'est Fabrice Lafitte. Oh là, dis donc. Mince, on pensait que c'était nous. Mais uniquement entre 11h et 13h. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est le seul moment où il dort. Oh non. Je me réveille Et vous avez trouvé la chanson On n'a pas tous les jours 20 ans de Berthe Silva? Il n'a pas entendu. Et vous vous souvenez quand t'en auras 20 ans? C'est un vieux gars. Ça c'est Pierre Bachelet, ça. Oui. Comment? Ça c'est Pierre Bachelet. Ça c'est Pierre Bachelet, oui. Ouais. Mais vous l'avez trouvé, Berthe Silva? Oui, on l'aura après la pause. Il l'a pas trouvé. Non, c'est un vieux, on fait vas-y, poussière. Qu'il aille au grenier. Berthe Silva, je pense que. Alors, je vais vous dire quand Berthe Silva est morte, mais je pense que déjà Berthe Silva, il s'est retrouvé, elle est morte avant la guerre. Donc, je vais vous dire. Rien à voir avec la grosse Bertha. Rien à voir. On aviez déjà parlé de la grosse Silva, Bertha. pas Bertha. Oui. Pardon, excusez-moi. Vous connaissez Berthe? Vous connaissez pas des jeunes femmes qui s'appellent Berthe? Est-ce que je connais des jeunes femmes qui s'appellent Berthe? Ouais. Bah attendez, on n'a pas eu la même jeunesse, excusez-moi. Non, mais moi j'ai jamais. Dans les mêmes années. J'ai jamais connu une jeune femme qui s'appelait Berthe. Est-ce qu'il connaît déjà des jeunes femmes? Et Berthe au Grand-Pied, vous la connaissiez? Berthe au Grand-Pied? Ah, Berthe au Grand-Pied, oui. Non, vous allez voir. Non, là je me laisserai pas avoir. Vous ne savez pas qui est Berthe? Non. Vous savez pas qui est Berthe au Grand-Pied? Non, dites-moi. Bah, c'était la mère de Pépin le Bref, je crois. Il me semble. Oui, ça remonte. Et oui, quand on dit qu'on a des grands pieds, c'est Berthe au Grand-Pied. Berthe au Grand-Pied, c'était, je crois, la mère c'est, je pense, de mémoire, Pépin le Bref, qui était le. Comment est-ce que vous savez ça? Comment je sais, de connaître la merde, Pépin le Bref. C'est Bertrade de Laon ou Berthe de Laon. Mais alors, c'est qui son père? Pépin le Bref, et tout. C'est son mari, Pépin le Bref. Ah, mais c'est son mari. Voilà, vous voyez, j'ai dit que c'était. Et elle s'appelait Bertrade de Laon ou Berthe de Laon. Et c'est en quelle année? 800 et quelque chose? Oh là. Alors, ils ont été mariés entre 740 avant JC jusqu'en 760. Avant JC, c'est pas Jacques Chancel. C'est Jésus-Christ, pardon. Excusez-moi. Avant JC, bon, voilà, mais. Non, mais c'est une carolingienne, non? Mais arrêtez maintenant, on vous donne. Non, mais qui vous souffle maintenant? Ça va? Florian Carassou-Maillan, je balance. Mais est-ce que vous savez les carolingiens? Je suis sûr que vous savez même pas carolingiens. Pourquoi on dit les carolingiens? Mais c'est Charlemagne, non? Ben oui, Carolus. Ah, bah voilà, je suis même pas en plein dedans, mais j'ai le temps de donner des bonnes réponses. Carolus Magnus. Mais Charlemagne. Mag, ça veut dire grand. Carolus Magnus. Ah, ça m'a touché ce que vous m'avez dit hier. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, sur son fils, là. Philo. Vous êtes mon fils. Tout quoi, mi filé. Carolus Magnus Charles le Grand. Oui, c'est bon. C'est pour ça que c'était bien le latin. Non, mais en fait, je vais apprendre. On en fait encore. Un peu tard, mais bon. De 14 juillet. C'est-à-dire? Un pétard de 14 juillet, vous avez dit. Il est 11h48. Il faut réagir avec Pascal Pro. De 11h à 13h pour composer ce numéro. Mais j'ai compris. Allez, on y va. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1. Abdel, qui est président d'une association de parents d'élèves. Abdel, donc au fond, ce que vous me dites, et je peux l'entendre d'ailleurs, ce que vous me dites au fond, c'est que vous voudriez que chacun, un peu à l'américaine, puisse venir comme il est, et qu'il y ait une liberté dans l'espace public, et même, pourquoi pas, à l'école ou à l'université, en l'occurrence, d'afficher sa religion. Voilà, c'est au fond ce que vous me dites, mais vous avez le droit d'ailleurs de le dire, et pourquoi pas, hein. Écoutez, je pense que le meilleur aspect qu'on aurait, c'est de pouvoir justement
pratiquer, je veux dire, que ce soit dans le privé, mais ensuite avoir chacun ses signes. Après, c'est pas réellement des signes, mais moi, le problème ne se poserait pas. Je serais, si j'aurais eu la chance d'avoir un établissement où je recevrais les enfants, je vous le dis franchement, je le mettrais en place, ne serait-ce que pour voir si ça générerait beaucoup plus de tension ou s'il y aurait beaucoup plus de respect. Là, pour l'instant, on ne fait que le contraire. Alors, jusque quand, je ne sais pas. Mais moi, rien ne me gênerait à ce qu'un enfant rentre avec sa kippa, une avec sa croix, une avec son. Sauf son que c'est pas le modèle français, en fait. Même en histoire, je trouve que c'est enrichissant. Non, mais Abdel, moi j'entends ce que vous dites, mais c'est pas la France, en fait. C'est ça le problème. Justement. Donc ce que vous me dites, c'est que vous voulez changer la France. Pourquoi pas? Non, c'est pas la France. Non, loin de là, au contraire. C'est exactement ça. Et c'est ça, c'est changer la France. C'est ce que vous nous dites, mais moi, d'abord, vous avez le droit, Abdel, vous avez le droit de vouloir cela. Il y a d'autres pays. Vouloir, hein, le souhaiter, vous avez le droit. Je dis, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. C'est pas pour certains. C'est pas la France millénaire. C'est pas ça. Non, c'est pas la France millénaire. Je pense que pour les personnes qui sont très ouvertes, ils auront la même pensée. Pour ceux qui sont fermés, ils n'auront je vous remercie de dire que je suis fermé, mais ça me fait pas très plaisir. mais moi, je défends. En fait, je défends toujours la même chose. Je défends l'histoire, la culture, la civilisation. Je défends les valeurs françaises. À votre manière aussi, vous la défendez, parce que vous pensez que à ma manière, justement la religion chrétienne, elle se gardera en écrasant les autres, mais malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça. Elle n'écrase plus rien, la religion chrétienne. Il y a 5 millions de chrétiens en France, de catholiques pratiquants. Mais personne n'écrase personne en France, cher monsieur. Je veux dire, les catholiques, vous savez, les catholiques, des catholiques pratiquants aujourd'hui, il y en a 5 millions. Donc la religion chrétienne, elle est assez peu présente, vous savez, dans le débat public. En revanche, parce que je pense qu'ils sont très ouverts aussi. En revanche, là où elle est incroyablement présente, c'est dans notre histoire, dans notre culture, dans notre littérature, dans nos offices. Qui sont plus culturels, bien souvent, que religieux. L'enterrement est vécu aujourd'hui plus comme un office culturel. Le rite de l'enterrement chrétien, je pense que quand les gens entrent dans l'église, je suis pas sûr que tout le monde pense que Jésus-Christ les attend après la mort. Je pense que on n'en est pas là. Je pense que c'est simplement la culture de l'Église de Rome. Et puis l'Église chrétienne, effectivement, a traversé 2000 ans d'histoire et qu'elle elle a une place particulière sur le sol de France. C'est tout ce que je dis, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il y a des calvaires. Il y a des calvaires dans tous les villages de France et dans tous les petits villages de France. Je ne dis pas autre chose que même des banalités, Abdel. Ouais. J'espère qu'un jour vous me rejoindrez, peut-être j'espère de notre vivant, et que ça se passera, et puis qu'on verra qu'on a fait une grosse erreur en essayant de tout le temps écraser. Mais j'écrase pas. Mais je ne veux pas écraser. Vous ne comprenez pas. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais je ne veux pas écraser. Je veux simplement que la France perdure dans son histoire, ses valeurs, sa culture, etc. Non, parce que si vous me dites que vous voulez imposer un nouveau modèle, et vous avez le droit une nouvelle fois. Non, c'est pas l'imposer. Non, loin de là, c'est en tout cas un modèle différent. Mais vous avez le droit surtout. Sachez, Pascal, que par rapport à mon ouverture, je ferai exactement la même défense pour un enfant qui porterait quoi que ce soit. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a certains qui risquent de se rebeller en disant oui. Je vous répète, ce n'est pas la tradition française depuis un siècle. Il est 11h58. Il est 11h58, je suis obligé d'écourter. Moi, je pense que justement, faut pas évoluer sur certaines choses. Lévi-Strauss, il est très clair là-dessus. Dans Triste Tropique, il parle des sociétés, celles qui ont gardé leurs valeurs ont perduré, celles qui se sont ouvertes parfois sont mortes. C'est très intéressant ça, parce que c'est vrai en fait dans plein de domaines. Et je vous invite à lire Triste Tropique de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant, de Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue célèbre. Il est 11h58, à tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1.